Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Hugues Dago, je suis journaliste et responsable éditorial chez MediaConnect. À tous ceux qui ne connaissent pas encore MediaConnect, sachez que nous sommes une très jeune filiale de l'agence France Presse. Nous sommes une salle de presse numérique et si je devais résumer, nous sommes en quelque sorte des facilitateurs des RP. C'est la raison pour laquelle, avec les équipes de l'ADN, notre partenaire, qui d'ailleurs nous prête ce très joli studio ce matin, on vous propose une discussion autour de la communication de crise. Et oui, la communication de crise, puisque vous l'avez vu, le titre de ce webinaire, c'est Communication de points. Vive la crise avec un point d'interrogation, parce que oui, et si la crise avait du bon et si elle nous permettait de tirer des enseignements. Je précise que cette discussion va être plutôt anglée autour de la communication, mais avec l'angle réputationnel, à la fois pour la marque et son dirigeant. Pour nous éclairer sur la question, deux invités sont à mes côtés. Avant de les présenter dans un instant, Hem, je précise qu'ils sont là avant tout pour vous faire un retour d'expérience, vous apporter un maximum d'éléments concrets, un maximum d'exemples pour que vous puissiez, vous qui nous écoutez, qui êtes sans doute DIRCOM ou communicants d'une manière générale, puissiez les utiliser dans votre quotidien. Commençons par Elisabeth. Elisabeth Broge, vous êtes la fondatrice et directrice générale du cabinet Sidonie. Vous êtes spécialisée dans la communication de crise et la communication sensible. Dans ce cadre, vous accompagnez des grands groupes et des PME et leurs dirigeants. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes directrice de la communication. Vous avez à la fois exercé dans le public et le privé, notamment pour le groupe Airbus et pour l'ANRU, le groupe Airbus et pour l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On verra dans les discussions si éventuellement il y a des distinctions entre le privé et le public. Très heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Hugues. Frédéric Fougera, vous êtes l'homme désigné communicant le plus influent en 2021 par le magazine Forbes, rien que ça. Président de Tenkan Paris, agence de communication de crise. À votre compteur également 35 ans de direction de la communication. Dans le public également pour des grands groupes internationaux. Vous êtes également cofondateur de Cogiteur, une agence de DIRCOM au service des DIRCOM. Et vous êtes l'auteur également de plusieurs livres sur la com publiés dans plus de 25 pays. Encore, bravo. C'est sympa. C'est 35 ans de DIRCOM dans le public et dans des Et grands groupes internationaux. En fait, un parcours un peu identique un peu qu'Elisabeth. similaire, oui. Voilà. C'est vrai. À nouveau, merci à tous les 2 d'être avec nous ce matin. Je rappelle qu'on est ensemble pour 45 minutes. Je rappelle également que ce webinaire est interactif, donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Certains d'entre vous l'ont déjà fait en amont, nous y répondrons à la fin de cet entretien. Donc voilà, maintenant que le cadre est posé, je vous propose d'y aller. C'est parti. La discussion va s'organiser finalement en 3 temps, c'est-à-dire, un peu avant la crise, pendant la crise et finalement après, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Avant la crise, comment concrètement on fait pour se préparer? Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière et si oui, est-ce qu'il y a des différences entre les différents types de crises? Qui veut se lancer? On va peut-être commencer par un préambule, ne pas, ne pas confondre la crise et la communication de crise. Aujourd'hui, on est bienvenu pour partager ensemble sur la communication de crise. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a des liens, il y a des ponts, mais gérer une communication de crise, ce n'est pas gérer une crise, c'est gérer une partie de la crise, c'est être pleinement associé à la gestion de crise, et ce n'est pas gérer la crise, et c'est généralement pas le DIRCOM ou la DIRCOM qui gère la crise. C'est une possibilité, mais c'est normalement pas sa fonction. Et la fonction du ou de la DIRCOM, c'est de gérer la communication de crise. C'est déjà un boulot C'est déjà pas mal. énorme à part entière. Donc c'est important de faire cette distinction parce C'est que vrai. souvent on fait l'amalgame, C'est on vrai. fait l'amalgame entre les deux. C'est vrai. Maintenant, la question, c'était avant. Avant, comment on fait pour s'y préparer? Il y a une méthodologie, j'imagine et est-ce qu'il y a des différences, des typologies de crises auxquelles on est. Donc la question sur le avant et dans la avant, faut-il s'y préparer? La réponse est quelque part dans la question. C'est oui, une Oui. bonne communication de crise. Alors bonne, quand il y a communication de crise, il y a effectivement dans une situation de fragilité, dans une situation exceptionnelle, dans une situation où les biens matériels, immatériels de l'organisation sont mis en cause, sont mis en risque. Donc le bien, c'est une façon de parler. Il y a crise, il y a de toute façon quelque part des dégâts, mais c'est comment faire qu'il y ait le moins de dégâts possible, éventuellement pour qu'ils soient utiles aussi, pour en tirer des enseignements. Et le mot-clé qui était dans votre question, c'est le mot préparation. Elisabeth partagera et y reviendra. Mais la préparation, c'est essentiel. Et je dirais préparation et professionnalisme. Parce qu'on ne gère pas de la communication, et encore moins de la communication de crise, en étant un amateur ou en n'ayant jamais touché à la communication ou en ne connaissant rien de la communication. Donc on ne s'improvise pas communicant de crise au moment où intervient une crise et où tout d'un coup on est confronté à une situation. Donc c'est du professionnalisme et beaucoup de préparation. Alors après, la préparation énorme, il s'agit de
bien connaître l'entreprise dans laquelle on est. Si on parle, si on est de l'entreprise, si on est une société ou un cabinet extérieur, c'est encore autre chose. C'est bien connaître son entreprise, c'est avoir cartographié Sa les culture, la différents culture de risques l'entreprise. possibles, les différents Mmh. interlocuteurs, les différentes parties prenantes, et avoir mis en place aussi tout ce qui permet au moment où va intervenir la crise de se consacrer 100% de son temps de cerveau Mmh. à la crise Mmh. et non plus à des questions opérationnelles, à des questions d'organisation. C'est pas au moment où intervient la crise, par exemple, que le dire comme de se demander s'il connaît le numéro de portable du dirigeant auquel il rapporte, Mmh. parce que la crise, elle n'intervient jamais ou rarement pendant les heures de bureau, hein. Elle intervient le soir, elle Toujours, intervient le week-end, absolument, pendant les vacances. absolument. Donc, en fait, il faut avoir anticipé toutes ces C'est cette questions organisation. pour être prêt et très mobilisé, très mobilisable au moment de la crise. Donc, être préparé, c'est, par exemple, être entraîné à communiquer, à répondre à une interview en temps de crise face à un journaliste. C'est pas la même chose que de prendre la parole devant une assemblée. Mais ce n'est pas que des questions de communication, c'est aussi beaucoup de petites Mmh. questions techniques et Mmh. opérationnelles qui font que tout est facile, tout est fluide. On sait qui contacter, on sait qui fait Mmh. quoi, on sait où on se retrouve. Si la crise, c'est votre siège social qui brûle, mais où est-ce qu'on se retrouve? On se Mmh. retrouve ailleurs. Si c'est vos ordinateurs qui sont plantés, mais où sont mes fichiers? Comment je contacte mes journalistes? Mmh. Tout est prêt. Tout ça doit être prévu en amont. En amont. C'est en partie ça la préparation qui est celle avant la crise. Elisabeth, vous souhaitez préciser le propos de Frédéric? Bah, il y a une phrase que moi j'aime beaucoup et que je cite souvent devant les étudiants, c'est ne pas tout craindre, mais tout préparer. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée de Frédéric, c'est le président d'Altera que j'ai dit. Pas moi, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. Alors, c'est effectivement cette anticipation, elle est fondamentale. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les entreprises, notamment souvent pour les PME, les petites et moyennes entreprises, c'est compliqué de se dire, mais comment voilà, tout va bien, Mmh. pourquoi on Oui, c'est vrai. finalement puis je faisais cette phrase qu'on entend souvent: «Pour vivre heureux, vivons cachés, donc restons cachés, tout va bien». Bon, alors tout va bien, donc on communique pas et regardez, bon, ce qui s'est passé notamment pour la Lactalis. Mmh. Bon, bah, voilà, ça tout allait bien, très connu, très installé, sur le marché et puis d'un seul coup, pas dire une mouche dans le lait, mais pratiquement, enfin, et une bactérie et en plus du lait pour bébé et voilà et tout a explosé. Donc je pense que Frédéric parlait d'organisation, de préparation, la nécessité d'avoir une cellule de crise, surtout quand tout va bien. Ça, c'est très, très important de savoir, qui prend la parole, comment on définit, la stratégie de communication, de crise, quel message vers l'interne, vers l'externe, il y a tous ces paramètres-là qui sont à prendre en considération et qu'on ne peut absolument pas organiser, décider quand on est dans la situation. Parce D'accord. que là, on est souvent, même bien qu'étant préparé, souvent quand même sidéré, saisi et il faut avoir une structure et une organisation, prédéfinie. Est-ce que dans cette, étape préparatoire indispensable, donc on l'a Mmh. compris, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés? Vous parliez par exemple de la prise de parole, peut-être un Mmh. dirigeant qui vous me disiez, «Vivons heureux, vivons cachés», certains pourraient vous le Mmh. dire, bah, qui rechigne peut-être à aller à l'exercice, se dire: «Bah non, finalement, c'est pas pour moi, ça sert à rien». Et dans ces cas-là, si ça arrive, comment est-ce qu'on fait quand on est face à ces blocages-là? Bah, tout le monde n'est pas préparé, tout le monde n'est pas capable Mmh. de s'exprimer, de façon claire, précise, sans utiliser, des sigles. Par exemple, je travaillais à l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et il y a des choses qu'il faut quand même expliquer quand on a des messages à faire passer en radio, en télévision, ailleurs. Et voilà, être quand même le plus, pédagogue possible, le plus simple possible, je pas dit simpliste. Expliquer souvent des métiers très complexes, donc évidemment, l'aéronautique, pour être présent de ma vie, à des gens, à des interlocuteurs, quels qu'ils soient. Bon, je parle évidemment des journalistes, mais pas que. Ça, c'est très important aussi, d'être capable de parler, d'aimer le faire, d'avoir cette appétence. Alors ensuite, il y a évidemment, et comme moi, on a été entre guillemets, ce merveilleux terme, média trainés. C'est vrai que c'est important, mais il faut avoir en soi l'envie de faire. Mmh. C'est vraiment, Mmh. pas le blocage, pas la peur, pas et la et la situation où, Je vous rapporte un complément à ce que vient de allez-y, dire oui, je Elisabeth, vous en prie. c'est que souvent, le dirigeant peut être, ou en tout cas, il y a un risque qu'il soit le pire ennemi de sa tout communication à de fait, crise, tout parce à que fait, soit il ne veut tout pas, à fait. Mmh.
là, c'est un problème parce que Mmh. parfois, il faut falloir mettre Oh, une personne qui incarne l'organisation ou la marque en avant. Et donc, c'est s'il ne c'est veut juste. pas ou s'il ne sait pas le faire, c'est un problème, notamment s'il n'est pas préparé. Mais l'autre type d'ennemi, c'est celui qui croit savoir Mmh. et qui Ouais. sait, qui n'a pas besoin d'être préparé. Moi, je sais parler, moi, je sais Mmh. m'exprimer, moi, je suis un bon orateur. Sauf que quand on n'est pas spécifiquement préparé à la communication de crise, là, ça peut devenir absolument catastrophique Ouais, et et on peut devenir contre-productif. un très bon orateur qui est très à l'aise en société, en public, devant un pupitre ou dans une tribune, peut être un très mauvais communicant face à une situation de crise. Donc, le dirigeant peut être le pire ennemi s'il n'a pas Mmh. la conscience du travail qu'il y a à faire. Se préparer à la C'est communication vrai. de crise, c'est un travail, c'est pas une qualité innée. Mmh. On n'est pas un orateur né, en tout cas pas pour pas face à la crise. Et donc c'est, je disais, il y a des cas où, des dirigeants, des marques, rechignent à, à accepter déjà votre diagnostic Mmh. quand vous Mmh. cartographiez les Mmh. risques, pardon, Oui, qui vous disent: «Bah non, finalement, pourquoi vous me dites ça? Non, tout va très bien c'est et ça. il y a pas de problème». Et dans ces cas-là, quand ça arrive, ben, qu'est-ce qu'on fait? Vous essayez de les Ouais. convaincre rationnellement? C'est quoi votre levier? Bah, quand on vous dit: «Non, ça peut jamais arriver», vous parliez de cartographie des risques. «Non, mais ça peut jamais arriver chez nous». Mmh. On lui dit: «Bah, écoutez, c'est intéressant justement, on va peut-être s'y pencher, 2 secondes» et quand on met les gens, face d'une situation, donnée, heu, même entre guillemets «inimaginable», pour eux, d'un seul coup, bah, oui, moi j'ai eu le cas dans une entreprise, où, je faisais une présentation au sein du comité de direction sur justement la communication de crise et la nécessité de veiller à une circulation, très, très importante de l'information en interne et une jeune femme qui était directrice des relations clients dit: «Ah mais moi j'ai eu un souci, avec» bon on était dans le secteur du logement, avec un locataire, qui m'a menacée, qui a dit: «Je connais l'école où est votre fils» et voilà. Ah oui. Et là, en comité de direction, le directeur général présent et ses collègues ont dit: «Mais» et tu le dis: «Ah mais tu le dis maintenant?» Elle me dit: «Mais j'ai géré la situation, j'ai déposé une main courante, j'ai fait accompagner mon fils ce matin, récupérer le soir et puis ah oui, puis alors ma voiture a été rayée dans le parking, donc je suis allée à l'assurance et voilà». Vous voyez? Et là, tout le monde s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Pas la conscience au moment où on a parlé de ça, si vous voulez et où elle l'a exprimé, elle l'a verbalisé, elle a pris conscience que c'était une situation qui n'était pas normale Mmh. et que cette situation, elle devait en parler, à sa direction, qui était rattachée à la direction générale. D'accord. Et entre nous, le fait d'anticiper l'assurance, bah, Ah, à la fin des mmh, fins, pas 100 réussi, j'imagine. Tu as beau mmh, cartographier, essayer d'anticiper et mmh, cetera, un imprévu par définition, mmh, bah, Comme je disais en introduction, de toute façon, une communication de mmh. crise, c'est pas Je effacer, supprimer ou c'est sûr. maquiller la crise. C'est accompagner le mieux possible une situation pour s'en sortir le mieux possible. Sacrifier le moins de choses. Mais en communication de crise, souvent, il faut décider de sacrifier quelque chose Mmh, pour protéger autre. c'est ça. Donc, non, c'est jamais tout blanc ou tout noir. mmh, Parfois, oui. Parfois, ça va être catastrophique au final et peut-être n'y avait-il pas d'autre choix ou peut-être aurait-il été possible de faire mieux. Parfois, c'est formidable, mais de façon générale, enfin, Mmh, ce qu'on trouve le plus fréquemment, bah, c'est une communication de crise bien gérée. Bah, on s'en sort plutôt bien, mais on a perdu telle et telle mmh, donnée, mmh, telle et telle valeur, telle et telle partie d'image, mmh, mais on a préservé l'essentiel. Et je voudrais revenir une seconde sur les dirigeants mmh. et sur une technique que moi, personnellement, j'utilise. Alors, les gens qui m'approchent ont plutôt conscience qu'ils ont besoin d'anticiper et d'améliorer leur mmh, communication de crise. Donc, ce pas des gens qui sont réticents. Mais dans cet mmh, esprit-là, peut-être éventuellement, le dirigeant dit, mais moi, par contre, je n'ai pas besoin d'être formé, puisque moi, je suis très bon. En fait, c'est mes équipes, c'est mon organisation que je veux auditer, c'est mes équipes qu'il faut former, mais moi, ce n'est pas la peine de me former. C'est assez rare, mais ça peut arriver. mmh. Et dans ce cas-là, je fais un jeu, je propose un jeu, mais très simple et très rapide. Je dis aux dirigeants, êtes-vous certain d'être capable de ne pas répondre à une question qu'on vous pose? Alors là, en principe, on voit les yeux qui bougent un tout petit peu en se disant, là, oh là, il y a un piège, mais je n'ai pas compris. Et donc la réponse est souvent oui. Alors je dis très bien, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et là, la personne se présente, je suis monsieur machin, madame machin. Je dis, bah, vous voyez, alors, en fait, là, vous avez répondu à la question que je vous ai posée. Mmh. Alors que je vous demandais si vous étiez capable de ne pas Pas répondre à une répondre. question que je vous pose. Et en fait, à cette question-là, certainement fallait-il dire, je suis le représentant de telle entreprise qui a telle valeur, telle situation, parce que déjà, vous gérez votre communication de crise. Et là, en fait,
parce que c'est votre éducation et parce que vous n'avez pas été préparé et formé à la communication de crise, vous répondez avec politesse et courtoisie, comme un petit garçon, une petite fille qui répond à la maîtresse. La communication de crise, c'est exactement l'inverse. Et là, les gens tout de suite prennent conscience en disant « Ah oui, effectivement, j'ai des réflexes, j'ai des habitudes qu'il faut changer. » Et donc ça se travaille. Et vous dites que la plupart du temps, on vient vous voir, donc a priori, il y a une démarche favorable. C'est quoi la ratio? Parce qu'on pourrait se dire, un petit peu comme quand on se fait, on attend de se faire cambrioler pour installer un système d'alarme. Est-ce que c'est pareil en communication de crise? On attend que le pire soit arrivé à soi ou autour de soi pour se dire, tiens, il faut que j'engage quelqu'un. Quand j'ai créé Tenkan Paris, j'étais à peu près persuadé que j'allais faire 20% de préparation anticipation et 80% de pompiers à gérer des crises à chaud. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. Alors, c'est l'inverse. C'est marrant. Est-ce que c'est parce qu'il y a une forte conscience ou est-ce que c'est parce que ça correspond aussi au discours que j'envoie sur la préparation et la nécessité d'anticiper et que c'est ce qui amène des gens vers moi? Je ne sais pas. Mais dans mon cas, c'est plutôt l'inverse. C'est 20% de crises à gérer en urgence et 80% de gens qui ont la conscience qu'une crise pourrait leur arriver, qui ne sont certainement pas préparés et qu'ils ont envie d'engager un diagnostic, un audit et ensuite de la préparation, de la revue de leur organisation et puis aussi du training et du média training pour leurs dirigeants ou pour les personnes qui pourraient être amenées à être des porte-parole dans l'entreprise. Très bien. Second temps de la discussion, quand la crise arrive, quels sont les canaux que vous privilégiez? Alors, j'imagine que vous allez me répondre que ça dépend des crises, etc. Mais quand même, est-ce qu'il y a des récurrences? Comment est-ce qu'on communique ou pas quand une crise survient? On est déjà on est très sollicité par la presse quand même, dès le départ. Sur site, à la presse locale, presse régionale, nationale, professionnelle, enfin de tout, audiovisuel, écrit, etc. Donc ça, c'est premier, j'allais dire, en premier contact, enfin déjà toutes les questions qui se posent, des agences aussi bien sûr. Et puis, alors ensuite dans un milieu, j'allais dire plus public, il peut y avoir, et il y a souvent les préfectures, travailler pour les collectivités, mais les préfectures, les maires, puisqu'évidemment la commune, par exemple, est impactée. Je pense à une explosion sur site. Il y a eu les Brisol à Rouen. Moi, j'étais à Toulouse au moment de l'explosion de l'usine AZF. Donc, voilà, là, j'allais dire, tout le monde parle. Et c'est là, justement, le grand danger du tout le monde parle, parce qu'on a les faits à la fois de caisse de résonance, parce que tout le monde, évidemment, ne va pas dire les mêmes choses. C'est ça le problème entre la mairie et la préfecture. Je peux citer AZF, l'usine qui était une filiale de Total. Tout le monde a le point de vue de son prisme, de son environnement professionnel, et pas le point de vue global. Et de ses intérêts. Et de ses intérêts, absolument. Quand il y a du politique, qui se mêle à ça, oui. Absolument, absolument. Et c'est là où tout se complique. D'une manière générale, il y a une vraie différence entre le public et le privé, ou pas? Vous qui avez fait les deux. Moi, j'ai envie de dire non, et certainement de moins en moins. Oui, sur la communication, de façon générale, il y a des petites nuances, notamment les temps ne sont pas les mêmes, les organisations ne sont pas les mêmes. Mais au final, on travaille pour des présidents d'exécutifs, qu'ils soient publics ou privés. La crise, une personne qui décède, une victime, qu'elle travaille dans le public ou dans le privé, c'est toujours une victime, c'est toujours un humain. Donc il y a assez peu de différence. Dans tous les canaux de communication qui existent, quel rôle peut jouer le communiqué de presse? C'est utile? Juste avant, je voudrais ne pas répondre à la question que vous avez posée avant. Sur les canaux. Sur les canaux, oui. Et on pourra revenir sur le communiqué de presse. Mais avant de parler de canal, il faut d'abord plutôt réfléchir cible. C'est quelles sont les cibles que je vais toucher et ensuite quels sont les canaux que je vais utiliser. Et dans les cibles, effectivement, il y a l'ensemble des parties prenantes qu'on a cartographiées en amont, en préparation. Donc, on a pu faire ce travail-là. Et il ne faut pas oublier l'interne, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Il n'est pas possible que l'interne découvre une crise ou apprenne la gestion de la crise par l'externe, parce que là, on crée une autre crise en interne. Et puis ensuite, l'ensemble des parties prenantes, donc c'est les partenaires, les clients, les électeurs, les administrés, les citoyens, les fournisseurs. Et donc, la presse, dans les cibles, il y a évidemment... Dans les cibles, il y a évidemment tous ceux qui vont servir de relais. Donc, évidemment, les journalistes, pour arriver au communiqué de presse, sont, eux, essentiels parce qu'ils vont nous permettre de donner de l'écho à notre propre communication, à notre propre parole.
Il y a- positif ou négatif d'ailleurs. Ok. Et c'est là où le travail de communication va être important. Et par rapport à l'interne, il ne faut jamais oublier que, je dis toujours, l'interne va à l'externe. Enfin, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, sont ces personnes, elles sont les équipes. Donc, c'est extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric que la communication, on a souvent, quand on est DIRCOM, le réflexe de l'externe, évidemment, mais c'est fondamental de travailler en même temps en interne, parce que quand des gens sortent de leur bureau et que la crise est une crise qui a des conséquences nationales, voire internationales, ils vont être sous le feu des questions. Et c'est important qu'ils aient les moyens d'y répondre. Alors, ça vaut pour le personnel, ça vaut pour des commerciaux. Bon, vous savez, j'ai eu à gérer les conséquences médiatiques de crash d'avion. Tous ces gens doivent avoir des éléments de réponse, ou en tout cas, je n'aime pas beaucoup l'expression, donc des argumentaires. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, est-ce que ça risque de se reproduire, enfin toutes les questions qu'on est en droit de se poser. Il faut qu'ils aient au moins, au départ on n'a pas forcément toutes les informations qu'on aimerait avoir, au moins déjà quelques traces, une trame pour pouvoir répondre et pas se laisser coincer et éviter l'effet cocorico dont je parlais tout à l'heure, qui est très pernicieux. Il y a des vertus au communiqué de presse ou pas dans ce Des vertus. Des vertus, oui, mais communiqué de presse. Alors d'abord, la presse et les relations presse, ça reste un métier essentiel en communication. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux qui ont pris une part très importante, ils ont pris une part très importante, mais c'est une part supplémentaire. Ils n'ont pas pris une part aux relations presse. Donc, imaginez ou décider de négliger les relations presse, c'est une faute majeure en communication. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais parfois, il y a cette tendance à tout digital. D'ailleurs, la presse peut tout à fait se gérer aussi en digital. Mais en fait, le tout digital ou tout réseaux sociaux, c'est une énorme erreur. Ensuite, les relations presse, c'est extrêmement important parce que, même chose, c'est un travail d'anticipation, c'est un travail de confiance qui a été créé dans le temps. Et donc, les journalistes sont des tiers de confiance. Enfin, en tout cas, quand on travaille les relations presse d'une façon professionnelle, on doit arriver à faire en sorte que les journalistes soient des tiers de confiance sur lesquels on puisse s'appuyer pour travailler et pour véhiculer des messages. Ça ne retire rien à l'indépendance du journaliste, ça ne retire rien à sa capacité de réflexion, d'analyse, d'être plutôt favorable ou défavorable aux propos que vous lui tenez. Mais si vous avez travaillé, si vous avez un lien qui est travaillé avec le journaliste et qui a une confiance, vos messages vont mieux passer ou vous allez être moins suspecté d'essayer justement de faire un coup de com' ou de cacher quelque chose. Et donc cette relation de confiance, elle est très importante parce qu'elle a été travaillée. Maintenant, le communiqué de presse en lui-même, de toute façon, il est important parce qu'il pose des éléments de langage, il donne des informations, mais s'il est balancé à tout va à des gens qu'on ne connaît pas, il peut être détourné, il peut être mal interprété, il peut être reproduit tel que. Mais bon, là, il y a un risque parce que c'est pas du boulot, en fait. C'est pas des relations presse. De l'arrosage, oui. Donc, pas du ciblage. C'est important, voilà, c'est important parce que vous posez des informations, donc ça fait des références, ça fait des points d'ancrage. C'est aussi des informations qui vont aller être vérifiées, qui vont être scannées. Donc, il ne s'agit certainement pas d'aller raconter des histoires ou de mentir. Je dis toujours qu'en communication, on n'est pas obligé de tout dire, mais il ne faut jamais mentir. Donc, vous ne pouvez pas affirmer des choses fausses parce que sinon, elles seront très certainement détectées. Et là, vous venez alimenter la crise, vous venez créer une crise dans la crise, vous venez créer de la défiance, de la méfiance, y compris au retour en interne, puisque si en interne, vous avez apporté une communication, vous avez apporté des affirmations et que vos collaborateurs dans la presse disent que vous avez menti, vous vous retrouvez quand même dans une situation, enfin, vous-même participez à créer une crise qui ne fait qu'augmenter. Mais les relations presse, c'est effectivement très, très important. Et même si votre décision est plutôt de ne pas communiquer, parce qu'en communication, il y a deux façons de faire. Il y a parler ou ne pas parler. Il y a attendre aussi, éventuellement, de parler au bon moment. Mais ne pas parler ou attendre exige quand même de communiquer et de dire « je ne prends pas la parole tout de suite parce que ceci, cela. Je vais prendre la parole à 14h demain matin. » Mais de toute façon, même ne pas communiquer nécessite une communication. Le communiqué de presse le permet, ça permet aussi une référence, ça permet aussi un référencement, ça permet à des gens qui cherchent une information sur vous tout de suite de le retrouver dans Google Actualité ou sur un moteur de recherche. Donc le communiqué de presse reste essentiel pour toutes ces raisons. Vous parliez de l'importance de la confiance, le fait d'investir la relation, etc. Quand même, est-ce qu'il y a des fois dans votre carrière où ça ne s'est pas passé comme prévu, un journaliste a trahi votre confiance d'une manière ou d'une autre, et si oui, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait?
Alors moi, personnellement, moi j'ai effectivement travaillé beaucoup en off, comme on dit, Mhm. en étant selon des sources proches de l'enquête ou selon des experts du secteur, etc. Alors j'avoue, c'est vrai que je n'ai jamais été trahi. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Alors peut-être parce que, comme le dit justement Frédéric, il y a cette relation de confiance qui est établie. Alors, je précise néanmoins que je n'ai pas parlé à tout va. Je veux dire que j'ai ciblé les personnes, les journalistes à qui j'allais donner des informations. Et c'est pour ça, sans doute, parce qu'il y avait cette relation de confiance, parce qu'il y avait un côté donnant-donnant, c'est-à-dire on donne une information, elle est essentielle pour la compréhension de ce qui s'est passé, des événements. Bon, et en même temps, voilà, on a le moyen aussi de donner son point de vue et d'expliquer pourquoi on a perdu ce contrat, Mhm. comment l'avion s'est crashé, etc. Donc moi, le off, mais encore une fois, vraiment en cible. Il y a des journalistes avec lesquels j'ai jamais travaillé. Et sur la question de la confiance, j'ai cru comprendre quand même que certains dirigeants, alors par principe, je ne sais pas en tout cas, mais avaient une espèce de méfiance vis-à-vis des professionnels de l'information. Une défiance, même, parfois. Défiance, donc vous confirmez. Parfois, oui, ils ont. Enfin, c'est toujours une question de crainte, de peur. Peur de quoi? Parce que ils ont peur. Peur de la mauvaise information. Voilà, c'est ça. Et que finalement, ce qui va être dit, écrit, nuise à l'image, à la réputation de leur entreprise. Donc il y a toujours, oui, cette peur parce qu'il y a une méconnaissance du métier de journaliste, il y a le fait de ne pas avoir pris les contacts avant, de ne pas se connaître quand tout va bien, et de considérer que c'est très important de parler à la presse quand ça va mal. Il y a un problème qui se déclenche. Vous avez été confronté? Il y a parfois aussi une incompréhension des dirigeants ou des gens qui ne sont pas des professionnels de la communication, en imaginant que le journaliste ou le média de façon générale est là en fait pour faire du public rédactionnel et pour balancer vos éléments de langage. Donc, il y a une incompréhension parfois du métier. Donc le communicant, c'est justement cet intermédiaire qui permet de faire le lien. Si le travail a été fait, ce lien fonctionne parfaitement bien. Si le travail n'a pas été fait, il n'y a aucun lien. Donc on peut éventuellement vivre sur cette incompréhension. Sur cette question, est-ce que vous pensez quand même que c'est compatible, parce qu'il y a deux agendas qui sont différents et qui s'opposent quelque part, entre le journaliste qui fait son métier, qui est d'informer, donc de dire ce qu'il doit dire, parce qu'il est professionnel de l'information, et le communicant qui va défendre les intérêts de son client et donc de la marque et du dirigeant associé? Est-ce que non, vous ne le percevez pas comme ça? Moi, je n'ai jamais considéré que c'était incompatible et que les journalistes étaient des diables et les communicants des anges. Ça, c'est pas aussi simple. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de travailler en partenariat. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. On dit les choses. Il y a effectivement le moment, la manière, etc. Mais on les dit. Et c'est cet échange, finalement, ce dialogue qui va permettre à tout le monde, parce qu'on est chacun d'un côté de la barrière, on est bien d'accord, mais ce qui est important pour les journalistes, c'est qu'ils comprennent, c'est de les aider aussi, de leur donner de la matière, du contenu sur votre métier pour qu'ils comprennent qu'effectivement, parfois, les avions, ça tombe, les usines, ça explose, le plus rarement possible, bien sûr, on le souhaite, mais c'est une réalité liée à la nature de l'activité aussi. Une des premières erreurs à ne pas faire en communication de crise, c'est de nier la crise. Si une crise arrive, elle arrive. Donc il faut l'affronter. La crise, ce n'est pas le journaliste qui la porte. Le journaliste, il vient s'intéresser au sujet. Donc on ne va pas nier la crise. Donc le journaliste n'est pas le diable parce qu'il vient vous interroger sur la crise. Donc en fait, il faut accompagner le journaliste pour lui permettre de faire son boulot, qui lui vous accompagne aussi dans votre travail de suite. La crise, elle est là, elle est factuelle, c'est une situation. Demain, il va falloir avancer, il va falloir progresser, il va falloir tirer des enseignements de la crise. Tout ça, c'est un travail qu'on peut faire avec le journaliste. En parlant de confiance, mais cette fois-ci dans la relation communicant-dirigeant, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que parfois le dirigeant tait des informations, vous ment peut-être? Et donc, est-ce que ça a une incidence sur votre métier? Est-ce que c'est arrivé donc? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
La confiance, elle devrait toujours être là, sinon il y a un problème de collaboration s'il n'y a pas cette confiance. Je n'ai jamais eu le déplaisir de rencontrer ce type de situation, mais il y a des cas, en tout cas publics, très connus. Je pense premier tour de l'élection présidentielle avec François Fillon, Tout à fait. où son agence de communication découvrait à chaque conférence de presse des informations qui généralement d'ailleurs soit étaient fausses, soit venaient contribuer à alimenter la crise. C'était une agence qui l'a accompagné par loyauté et fidélité, mais qui se décomposait à chaque conférence de presse. Et en fait, c'était les juristes et les avocats, c'était les conseils des juristes et des avocats qui l'emportaient sur les conseils des communicants. C'était assez compliqué. C'était une situation assez compliquée à gérer et on le découvrait à chaque conférence de presse. D'ailleurs, chaque spectateur pouvait. Je fais partie de ces spectateurs qui, en assistant aux conférences, tout d'un coup, j'entendais une phrase et je me disais, mais pourquoi on vient apporter cette information qui ne répond à aucune question et qui est un sujet à risque et qui, le lendemain, était un sujet supplémentaire et une séquence supplémentaire de crise. Donc, oui, ça arrive. On a vu les conséquences, oui. Alors, il y a des fois des dirigeants qui, je dirais, noient un peu le discours, comme ça veut dire. Et moi, parfois, ça m'est arrivé, mais dans le poste de directrice de la communication, de dire écoutez, dites-moi tout de suite ce que vous ne me dites pas, on va gagner du temps. Et dans ce cas-là, voilà, il y a parfois des choses pour eux qui sont très compliquées à dire. Parce qu'ils perçoivent bien que c'est sensible, que le sujet est compliqué, que si ça commence à être sur la place publique, ça va avoir des conséquences énormes. Donc, c'est ça. On est d'accord que le fait de ne pas vous le dire, c'est handicapant pour vous, de ne pas avoir tous les éléments d'information. Bien sûr, c'est complètement handicapant, mais du coup, le fait de désamorcer ça, d'aller chercher ce qu'il y a derrière les mots ou ce qu'il y a derrière les silences, surtout. Après, vous voyez le rapport secret, mais il y a cette tentation-là chez les hommes de pouvoir, je dis hommes, femmes ou hommes de pouvoir, mais c'est vrai que j'ai été confrontée plutôt à ça du côté masculin. En situation de crise, pour que le communicant puisse bien faire son travail, il faut que tout soit sur la table, mais tout soit sur la table entre le dirigeant et le communicant. Après, on va utiliser ce qui va être utilisable, ce qui va être utile, ce qui va être intéressant. On ne va pas utiliser autre chose, mais en tout cas, on ne va pas être surpris ou on ne va pas commettre nous-mêmes, communicants, une erreur en mettant en avant ou en présentant un sujet d'une certaine façon, alors qu'en fait, notre démonstration va pouvoir être complètement cassée, détruite ou décrédibilisée parce qu'il y a un élément qu'on ignore. Et c'est ça qui est important. Par exemple, quand vous êtes attaqué sur un marché public, par exemple, on vous dit finalement pourquoi ce prestataire a eu ce marché, etc. Donc moi c'est pareil, j'allais voir les services et je disais alors maintenant vous me dites tout. On prend tout depuis le départ, la chronologie, comment tout ça est parti et pour arriver à ce choix-là. Alors là il y a des fois un peu de tension, mais ou de crainte là encore. J'ai dit mais voilà, je disais dites-moi tout. Après moi je sais comment, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible, mais j'ai besoin, ce que disait Frédéric, d'avoir tous les éléments, y compris ceux qui ne sont pas forcément à notre avantage. J'ai besoin de savoir ça. Je ne veux surtout pas de cadavres dans les placards. Je vais essayer de les éviter. Et s'il y en a, je préfère le savoir tout de suite. Voilà. Et ça, il y a un travail aussi, on parlait de l'importance de l'interne, mais il y a cette confiance auprès des dirigeants, mais aussi auprès de l'ensemble des équipes que le communicant doit avoir, c'est-à-dire être crédible vis-à-vis des équipes pour qu'on puisse justement vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler. Ce type de situation, on le trouve essentiellement dans les crises qui sont liées à une faute. S'il y a une faute, une erreur ou une faute, volontaire ou involontaire, une crise autre qui vous arrive malgré vous, il y a rarement de secrets gênants, mais quand il y a une faute, quelle faute réelle avez-vous faite? Est-ce qu'il y en a qu'une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que vous étiez conscient? Est-ce que c'est la conséquence d'un certain nombre de choses? Et c'est là où parfois on a tendance à on tergiverse, on ne vous livre pas tout de suite, on essaye de minimiser jusqu'à avouer. Voilà. Quand il n'y a pas de faute, en principe, on ne rencontre pas ce genre de difficultés. Et dans ce temps de crise, de crise, à quel moment on considère que le job est fait? Le job est fait.
Je suis pas sûre que on qu'est-ce que n'est jamais ça certain. on n'est jamais sûr, hein, Alors, on n'est jamais pour certain que que le job soit fait, Non, pour plusieurs ouais, raisons. ouais, crise peut Parce qu'une crise, autant elle a un début, autant il n'y a pas un jour qui marque la fin. c'est ça, Il n'y a ça, pas un acte de sécession. et c'est ça. Donc, il n'y a pas de fin. Il y a aussi des risques de rebondissement. Oui, Donc, parfois, la crise, on peut considérer que le job est fait quand le bruit médiatique commence à disparaître. Mais une crise juridique avec un procès qui va avoir lieu dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura des rebondissements. Une crise sur les réseaux sociaux où vous n'avez plus d'engagement et puis tout d'un coup, une personne influente relance juste par un like, un retweet ou un commentaire et la crise revient. D'accord. Je l'ai vécu avec des crises qui revenaient tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Les Le même anniversaires. sujet. Donc voilà, des Quel- anniversaires. Quel effectivement. sujet Oui. c'était? Alors, par exemple, dans la restauration collective, j'ai travaillé dans la restauration collective une chaîne de viennoiserie qui, un jour, ouverture des boutiques vers 5h30, 6h du matin dans les gares, dans Paris, période de grève des éboueurs, période de crue, des clients qui attendent devant la boutique pour acheter leur viennoiserie et qui voient ce qu'on appelle maintenant ça un surmulot à Paris. Alors, en réalité, c'est un rat ou une souris d'ailleurs. C'était plutôt une souris en l'occurrence, mais pas un surmulot dans les viennoiseries. Donc, effrayant, dégueulasse, risque sanitaire terrible. Voilà. Les gens filment. Cette petite vidéo, elle ressort tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Alors, ceux qui sont exposés pour la première fois imaginent que c'est un fait nouveau et ça relance la machine, ça relance la machine, ça relance la machine à chaque fois. Oui. Donc, c'est terrible, oui. c'est terrible pour la marque qui a vécu cette mauvaise expérience et qui, en fait, se la voit renvoyer en pleine figure en permanence. Et régulièrement, oui. Par exemple, sur les crashs d'avion, il y a souvent les anniversaires, malheureusement, Ouais. où on l'a vu aussi pour les tours. Du World Trade Center? Parce qu'on fait un bilan à 5 ans, enfin déjà une année, puis 5 ans, puis 10 ans, parce que ce que disait Frédéric, il y a les indemnisations, il y a les assurances. Pour AZF, ça a été le même problème. Voilà, donc forcément, à ce moment-là, la crise ressurgit et moi c'est comme les trains, les crises peuvent toujours en cacher, une crise peut en cacher une autre. Et du coup, hop, vous êtes replongé, et puis on rappelle évidemment ce qui s'est passé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. L'émotion est ravivée. Voilà. Et puis en même temps, on peut comprendre aussi que pour les familles des victimes, c'est l'occasion de remettre la crise. Ce qui s'est passé, la mort d'un proche, et le handicap, et du coup, pour les indemnisations, et vous voyez, humainement aussi, on peut comprendre qu'il y ait ce besoin de relancer les choses. Ce qui nous amène sur la troisième partie de notre entretien. Justement, quand la marque est abîmée, quand la crise a fait des dégâts, la crise en général a fait des dégâts, est-ce qu'il y a des moyens pour restaurer l'image ou alors, en fait, quand le mal est fait, il est fait et c'est trop tard, quoi? Il y a tellement de cas différents qu'il n'y a pas une règle. Parfois, une crise disparaît et puis on l'oublie totalement et puis on passe à autre chose. Parfois, il va falloir énormément travailler pour faire oublier cette crise et pour redorer l'image de marque de l'entreprise. Dans d'autres cas, vous allez être contraint de faire disparaître votre marque pour en créer une autre ou changer une organisation pour vraiment obliger à enterrer cette crise. Ça fonctionne? Ça fonctionne parfois, ça ne fonctionne pas systématiquement. J'ai encore un exemple concret, toujours dans la restauration collective, et ça se passait en Espagne. Des employés qui se sont vengés pour différentes raisons, peu importe le sujet, et qui ont mis des verres dans de la nourriture pour enfants et qui ont filmé de la nourriture avec des verres dedans, mais ça avait été mis spécialement pour accuser une marque. C'était un problème de concurrence entre marques, pour accuser une marque de vouloir empoisonner des enfants. Il y a eu procédure, mais il y a eu surtout une crise réputationnelle terrible, et la marque a été contrainte de changer pour se nommer différemment, mais quelque part, comme c'était toujours les mêmes dirigeants, comme c'était toujours la même organisation, eh bien, peu importe, la marque A est devenue la marque B, et on disait, mais la marque B, c'est la marque qui veut empoisonner les enfants parce qu'il y a des verres dans la nourriture. Donc, parfois, même le changement de marque ne suffit pas. C'est un peu un cas extrême, mais parfois, il faut passer aussi par le changement de marque. Est-ce qu'il est possible de... Parfois par le changement de dirigeant. De gouvernance même. Gouvernance, d'accord. Okay. Changement de nom et de changement de gouvernance. On parlait parfois de
nettoyage entre guillemets d'Internet. Est-ce que ça fonctionne ça aussi ou pas? Des agences qui sont spécialisées dans le fait de nettoyer un petit peu tout ce qui pourrait poser problème, ou est-ce qu'en fait ça crée le contraire, c'est-à-dire le fameux effet Streisand de Barbara Streisand qui ne voulait pas qu'on parle, je crois, d'une maison qui était sur une falaise, je sais plus. Et en fait, le fait d'en parler justement a fait que, enfin, le fait de communiquer là-dessus, ça fait que tout le monde en fait en a parlé derrière et que en fait ça a atteint des pics sur Internet et que tout le monde était focalisé donc sur cette maison, je crois, de Barbara Streisand. En fait, il y a deux sujets en un. Il y a le fait de finalement mettre en lumière un sujet que l'on préférerait taire. Donc évidemment, là, on participe à alimenter la crise. C'est une bonne illustration de comment alimenter la crise. C'est éventuellement de ne pas la promouvoir soi-même. Le nettoyage sur le net, ça fait partie du job, mais c'est pas de toute façon définitif. L'empreinte numérique, elle existe et elle demeure quoi qu'il en soit. Si vous avez une vidéo embarrassante, vous pouvez la faire disparaître d'une plateforme, mais vous ne savez pas si elle n'a pas été copiée, si elle n'est pas déjà reproduite sur plein d'autres plateformes, et donc si elle ne ressortira pas un jour ou l'autre. Donc, moi, je privilégie plutôt la production de contenu positif pour noyer les contenus et pour faire remonter avec le temps davantage de contenus qui sont positifs sur la marque. D'accord, vos contenus négatifs sont toujours existants, mais ils sont compensés par une présence de contenus positifs, pas des contenus factices, des contenus réels. Mais chaque marque a tellement à dire en positif, y compris d'ailleurs des enseignements qu'on peut tirer d'une crise. Comme ça, si on fait des requêtes sur la crise, on va aussi tomber sur des contenus positifs qui montrent les enseignements que l'entreprise, changement d'organisation, changement de process qualité, changement de type de management, selon toute la typologie de crise qui va être concernée. Le contenu positif, lui, il vient écraser et il vient se présenter prioritairement quand il y a des requêtes. Ça me paraît un travail plus utile. On parlait de contenu positif, effectivement, c'est par exemple de montrer comment on fabrique un produit, de montrer comment fonctionne la chaîne du froid, d'ouvrir l'usine, de faire des portes ouvertes, voyez, plutôt que d'être frileux et comme ça, au contraire, je veux dire d'ouvrir, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, mais c'est ça, quoi, d'ouvrir les portes, de faire comprendre, d'expliquer. Parce que je ne pense pas qu'on nettoie vraiment tout. Avant qu'on arrive à la fin de cet entretien et qu'on arrive aux questions qui nous ont été posées en ligne, quels fondamentaux, quels enseignements d'une manière générale vous tirez et vous auriez à faire à tous ceux qui nous regardent quand ils sont confrontés à des situations de crise ou pas, justement, ou qui sont dans l'anticipation de ces situations de crise? Ou quelques règles à respecter. Des fondamentaux, des choses qui vous paraissent vraiment incontournable aujourd'hui. Moi, je m'en suis noté en anticipant cette question. Moi, je me suis noté quelques règles. Allez-y, je vous en prie. Je vous prêterai. On a en partie déjà évoqué. La première, c'est de reconnaître la crise, de ne jamais être dans le déni. On est seul. Enfin, c'est l'autruche, la tête dans le sable, ça n'empêche pas de se prendre une fessée. Donc, vraiment, ne reconnaître la crise, ne pas être dans le déni. Oui, et savoir aussi assez vite apprécier si c'est une crise très importante, dite majeure, ou si c'est une crise mineure, en se méfiant toujours des petites braises comme ça qui ont de rien et qui peuvent faire un grand foyer. Montrer que la crise est pilotée. Ça, c'est très important. Il y a un pilote dans l'avion, il y a un capitaine sur le navire. L'entreprise, la marque n'est pas laissée à l'abandon. C'est important pour les parties prenantes internes comme externes. Ça rassure effectivement et les clients et les collaborateurs. Être empathique et authentique à partir du moment où il y a de l'humain en jeu. On ne peut pas être froid, on ne peut pas se désintéresser à la situation humaine. Avec une formule que j'utilise souvent, c'est qu'il vaut mieux passer pour coupable que pour salaud. Donc, vaut mieux être un coupable qu'être un salaud, même si on n'est pas responsable. En tout cas, en première instance, face à l'émotion que suscite une crise, il vaut mieux prendre la responsabilité de la situation, parce que de toute façon, on est concerné, plutôt que de passer pour un salaud. Moi, je veux dire, ça, c'est une règle que pour moi est un grand principe qui est aussi fondamental, c'est assumer ses responsabilités et expliquer ce qu'on met en place en face pour comprendre ce qui s'est passé et pour surtout éviter que ça puisse se reproduire. Mais c'est vraiment ça, c'est assumer. Je le disais hors micro, avoir du courage, parce qu'effectivement, comme dit Frédéric, il y a des situations compliquées humainement auxquelles il est difficile de se confronter quand on est communicant et aussi en interne. Et donc, il faut avoir le courage d'assumer la situation et
et de dire les choses. Donc, Très ça bien. demande beaucoup de courage. Je vous propose On qu'on... en rajouterait deux. Allez-y, je vous en prie. C'est une répétition, mais ne jamais mentir. Oui, Donc, pas obligé de tout dire, mais ne jamais Ne mentir. mentir. Et surtout, ne pas soi-même alimenter la crise. c'est ça. Le communicant, il est là pour apaiser, il n'est pas là pour en rajouter, le communicant ou le dirigeant. Donc, ne pas alimenter la crise, c'est une des principales erreurs qui peut être faite. C'est vraiment catastrophique. Nous arrivons à la fin, donc je vais vous prendre 2-3 questions. Que nous n'avions pas à l'avance. Que vous n'aviez pas à Non. l'avance, non, c'est les joies du direct. Mais j'ai compris qu'elles étaient arrivées avant, mais nous, on ne les connaît pas. Il y en a qui sont arrivées avant, mais là, celle que je vais vous Qui tombe proposer là maintenant. est tombée là. Vous évoquez le fait que les conseils des avocats l'emportent souvent. Comment travailler avec les avocats? Quel lien entre avocat du client et communicant de crise? Alors, je n'ai pas dit qu'ils l'emportaient souvent, ils l'ont emporté dans un exemple que j'ai donné, Ouais. donc j'ai aucune statistique qui Ouais. permette de dire quoi que ce soit. Il est vrai que le statut de juriste a parfois plus de considération que le statut de communicant. Face aux risques juridiques, on est plus effrayé par rapport au risque d'image, mais on a affaire à plusieurs types de professionnels qui sont autour de la table dans la cellule de crise, et chacun doit être considéré à sa juste valeur, et chacun a la même valeur, le même poids. Après, effectivement, le dirigeant, in fine, décide, mais voilà, il n'y en a pas un qui doit primer sur l'autre, mais ce n'est pas non plus le rôle du juriste que de travailler sur l'image ou la communication dans la situation de crise, et parfois, un amalgame peut être fait, mais chacun a sa place et a ses compétences bien propres. sûr, au sein de la cellule de crise. Moi, j'ai été confrontée à ça sur des communiqués de presse dont on parlait tout à l'heure. On me disait, ou les assureurs ou les avocats me disaient, ah non, mais ce communiqué ne peut pas sortir comme ça. Je parle en situation de crise. Et là, moi, je disais, je refuse de sortir un communiqué, de publier un communiqué dans lequel il n'y a rien, puisqu'il faut supprimer cette phrase, ces éléments, etc. Et là, c'est effectivement le président de la cellule de crise qui doit arbitrer, parce qu'il y a souvent des conflits, surtout sur des crises très importantes, sur des crises majeures. Là, il faut arbitrer effectivement entre mais on peut comprendre le point de vue du juriste, le point de vue de l'assureur, parce qu'il y a des enjeux financiers énormes et sociaux. Bien sûr. Et puis le point de vue du communicant. Mais envoyer quelque chose qui ressemble à rien, qui est du non-dit, c'est tout ce qui est. Moi, je dis, c'est le chiffon rouge devant le taureau vis-à-vis d'un journaliste. Je dis, moi, j'en vois pas ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne dit rien. Ça n'explique rien. Non, j'en vois pas. Rapidement, puisqu'on est en léger débord, les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise, ce sont les équipes, dites-vous. Oui. Mais comment faire pour prévenir une crise qui provient de l'interne? Alors ça, c'est une bonne question, parce que ça pose la question des lanceurs d'alerte, par exemple. Exactement. On l'a vu sur certaines situations politiques et publiques. C'est vrai que c'est extrêmement important, extrêmement utile. Aujourd'hui, c'est canalisé et cadré par une loi, justement, pour protéger dans l'entreprise des lanceurs d'alerte, qui sinon risquaient d'être ou placardisés ou plus licenciés. Donc, prévenir. Ce qui est important, et ça dans les cartographies des risques, Frédéric le fait aussi, c'est d'essayer de voir quelles sont des personnes plus ou moins fragiles ou qui sont dans un domaine d'activité, vous voyez, d'un département de l'entreprise qui va être sensible, et donc d'accompagner ces personnes-là sur cet aspect, justement, ces difficultés et l'aspect sensible du département au sein duquel ils travaillent. Dernière question, un mot. Un mot. Un mot. Alors, on nous dit, je confirme que la relation de confiance avec les journalistes est primordiale. Auriez-vous le conseil, et c'est écrit en lettres capitales, le conseil à retenir en cas de crise? Le conseil. Le conseil. Le professionnalisme. Un mot, c'est professionnalisme. Voilà. Il n'y a pas d'amateurisme possible. On ne peut pas s'improviser. Pas d'improvisation. Alors, moi, je dis la même chose. Pas d'improvisation. L'improvisation, ça peut entraîner la catastrophe. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric Fougera. Merci beaucoup, Elisabeth Broge, pour votre présence ce matin. Merci beaucoup également à l'ADN avec qui on a préparé cette émission. Merci également aux équipes de Media Connect. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 3 quarts d'heure. L'émission sera retrouvée en replay juste après. Donc, à tous ceux qui n'auraient pas forcément vu depuis le départ, il n'y a pas de panique, vous verrez tout ça. Je vous dis, j'espère, à très bientôt pour un autre webinar. Et d'ici là, bonne journée à tous. Au revoir.